écoutez Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École. Bienvenue dans votre émission Droit et Société sur Télé École. Aujourd'hui, nous recevons deux étudiants, l'un en Master 2 en droit des affaires et l'autre en licence 2 en sciences politiques et en droit. Ensemble, nous allons explorer deux systèmes qui dominent le monde, la common law et le droit civil. Aujourd'hui, dans cette émission, il sera question de voir ces deux systèmes qui sont opposés mais qui partagent un même idéal, organiser la société et rendre justice. Monsieur Ba, bonjour et bienvenue sur Télé École. Merci beaucoup, Célina. Je tenais déjà à vous saluer et aussi saluer ma co-débattrice, Madame Bintou Diop. Et je tenais aussi à vous remercier pour cette invitation. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé, M. Ba. À ma gauche, Mme Diop, étudiante en licence 2 en droit et en sciences politiques. Mme Diop, bonjour et bienvenue à Télé École. Bonjour et merci pour l'invitation, Célina. Alors moi, c'est Bintou Diop, étudiante en licence en sciences politiques et en droit. Et effectivement, je suis là aujourd'hui pour parler de ce que est la common law et comment elle contribue autant que le droit civil à répandre la justice dans le monde. À répandre la justice dans le monde, comprenez par là qu'il sera question d'échanger sur la common law et le droit civil. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux traditions? Est-ce qu'il y a des similitudes entre ces deux systèmes? Aujourd'hui, tout sera clair dans cette émission. Alors, M. Ba, la common law ou le droit civil, comment définirez-vous de façon simple le droit civil? Pour définir de façon simple le droit civil, c'est assez simple, je vais dire. Parce qu'en fait, le droit civil, c'est la juridiction. C'est un droit commun par excellence. Et ça permet aujourd'hui de régir les rapports entre les individus, mais aussi les personnes morales. Elle encadre des domaines essentiels, notamment le droit des biens, le droit de la famille, aussi le droit de la responsabilité civile et des contrats. Le droit de la responsabilité civile et des contrats. Et vous, Madame Diop, vous connaissez un tout petit peu sur la common law? Oui, alors si je devais définir la common law, c'est un système juridique en fait qui est basé sur ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire que ce sont des décisions prises dans le passé, excusez-moi, par des juges qui en fait siègent dans des cours supérieures. Et en fait, ces décisions-là, les juges de cours inférieurs sont obligés légalement d'en prendre compte dans des cas ou des procès qui sont similaires au procès où ces décisions-là ont été prises. Donc, en général, on appelle ça la loi et créée par le juge. En fait, si on veut résumer la common law, on peut dire que la loi est créée par le juge. On peut dire que la loi est créée par le juge. Fini la définition de ces deux notions, de ces deux systèmes. On va s'intéresser à leur origine. Je me retourne à ma droite avec M. Ba. Quelles sont les origines peut-être historiques du droit civil? Quand on va parler des origines du droit civil sénégalais, elle a été héritée du droit français à travers le Code Napoléon. Ce même droit français est hérité du droit romano-germanique. Et dès lors, après l'indépendance, il y a eu des réformes que le législateur a trouvées pour mettre en place en fait de nouvelles codes à travers le code des obligations civiles et commerciales, mais aussi le code de la famille, tout en tenant compte de nos coutumes, de nos traditions et aussi la religion. C'est ça en quelque sorte. C'est ça, oui. En quelque sorte, oui. L'origine historique ou les origines historiques du droit civil. Donc, vous comprenez, on comprend. Et je vais rajouter qu'en fait, l'origine historique provient en fait des textes coloniaux que nous avons hérités en fait du système colonial français. Notamment avec le Code Napoléon. Oui, notamment avec le Code Napoléon en fait qui était au niveau des deux communes, à savoir en fait Dakar et Saint-Louis. D'accord, c'est parfait. Alors, Madame Diop, où et comment, j'allais dire, est née la common law? Alors, la common law, il faut savoir que son origine remonte à des siècles avant. Donc, ça a commencé en 1066 en Angleterre après la conquête normande. Donc, les rois à l'époque se sont posés et en fait, si on est un peu familier avec le droit, on sait qu'en droit, il y a toujours cette question de la loi versus la moralité. Et eux, en fait, ils se sont posés pour répondre à ces questions et ils ont décidé d'envoyer un peu partout en Angleterre, dans les différentes villes, des juges qui, eux, vont s'occuper de régler la question de la justice en se
en se basant en fait sur les coutumes locales. Donc c'est au fur et à mesure que ces juges-là s'occupent de gérer les cas ordinaires dans les villes dans lesquelles on les a envoyés. En fait, de ces décisions-là naît en fait ce qu'on appelle le common law. Et c'est de ces décisions-là que en fait la jurisprudence et les textes de loi en Angleterre, que voilà, c'est sur ça qui se base pour régir la justice. Pour régir la justice, et cela nous permet d'avancer dans le cadre de cette émission et de s'intéresser à la pratique de ces deux systèmes. Où actuellement ces deux systèmes s'appliquent dans le monde? À vous, M. Ba, le droit civil par exemple s'applique le au droit Sénégal civil s'applique déjà au Sénégal, mais notamment en fait dans la plupart des pays francophones, mais aussi en France, je vais rajouter. Et c'est ça en quelque sorte. D'accord, donc on peut dire que le droit civil s'applique actuellement au Sénégal, dans les pays francophones, Oui. et en France aussi. Oui, dans les pays en fait qui ont hérité en fait du système colonial français. Les pays qui ont hérité du système colonial français, Oui. avec la France, c'est toujours comme ça. Oui, On vous exact. colonise et après vous héritez de nos cultures, de nos traditions. Non, mais quand Parfait. même, il y a des réformes en fait qui arrivent, qui vont permettre de changer cela. D'accord. À vous, Madame Diop, où en tout cas s'exerce ou s'applique le common law aujourd'hui dans le monde, en Angleterre, je présume? Oui, notamment. Et aussi, un peu comme la France, en fait, les pays où s'applique la common law, c'est vraiment des pays qui découlent de la colonisation, notamment les pays du Commonwealth, c'est-à-dire l'Inde, l'Australie. Il y a aussi le Canada, sauf le Québec qui avait été colonisé par la France, donc qui applique le système du droit civil. Il y a aussi les États-Unis, notamment, mais généralement, effectivement, on observe la common law dans les pays anglophones. Ibi societas, ibius, disent les Grecs. Le droit est indispensable dans l'organisation d'une société. Madame Diop, je reste avec vous et on va s'intéresser au rôle du juge dans le système common law. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Oui, alors, le rôle du juge dans le système de common law, le juge, en fait, ici, est ce que l'on appelle un arbitre. Il va jouer le rôle d'arbitre et c'est lui, en fait, qui va s'assurer de permettre aux différentes parties d'avancer leurs preuves, de faire leur enquête, parce qu'il faut savoir que dans le common law, ce sont les parties, c'est-à-dire l'avocat qui va mener l'enquête, qui va choisir ses témoins, qui va choisir comment en fait le procès va se dérouler. Le juge, lui, vraiment, son rôle est principalement celui d'un arbitre, comme je l'ai mentionné, et il va décider on va dire, contrôler comment se passe le procès. Parce qu'il faut savoir que si lui, oui, ses décisions vont servir de précédent, mais aussi dans les procès de common law, il y a ce qu'on appelle les jurés, et les jurés ont un rôle très très important, que ce soit dans les affaires civiles que les affaires criminelles. Sachant que dans les affaires criminelles, les avocats doivent prouver ce qu'on appelle beyond reasonable doubt, c'est-à-dire qu'on doit être sûr à 99,99% de la culpabilité de l'accusé. Tandis que dans les affaires civiles, il suffit que le juré, en fait, soit d'accord que 51% du juré soit convaincu que le suspect est coupable ou non coupable pour prendre décision. Donc là, on voit que le juge, il va s'appuyer sur ça. Et ensuite, oui, je sais que j'ai beaucoup mentionné que le common law se basait beaucoup sur les précédents, mais il y a ce qu'on appelle aussi des lois écrites, statute law. Le juge va aussi essayer d'interpréter ces lois écrites parce que si on se mettait à juste prendre en compte toutes les décisions depuis 1066, on se doute que ce serait compliqué. Le juge va juste se baser sur ces statuts, interpréter et généralement, en fait, c'est très rarement qu'un juge doit créer une nouvelle loi parce que, comme je l'ai dit, il y a des siècles et siècles d'existence du common law. Donc, il joue principalement le rôle d'arbitre, comme je l'ai dit. Principalement le rôle d'arbitre. Je rappelle à nos chers téléspectateurs qui nous suivent depuis Télé École, la première télé 100% éducation en Afrique. Aujourd'hui, dans votre émission Droit et Société, il est question d'échanger sur les similitudes, les différences entre la common law et le droit civil sénégalais particulièrement. Alors, Mamadou Ba, le rôle du juge dans le droit sénégalais. En fait, je pense que dans ce cas de figure, dans le droit civil autant pour moi. je pense que dans ce cas de figure, on a en fait une similitude sur le fait qu'en droit civil sénégalais, le juge aussi il joue un rôle d'arbitre. Et c'est aux parties en fait de saisir la justice, de soumettre leurs prétentions et les preuves, et le juge
en fait, il va analyser tout cela et aussi juger, se baser sur les textes écrits à travers la loi. Il n'a pas en fait le droit d'interpréter, à moins qu'il y ait une vide juridique qui va lui permettre aujourd'hui de pouvoir interpréter les textes. Par contre, en matière pénale, le juge, il n'a pas ce rôle d'arbitre-là, mais il a un rôle d'investigateur. À travers, je vais donner l'exemple en fait du juge d'instruction en matière pénale. C'est à lui en fait de confectionner en quelque sorte le dossier pour pouvoir en fait le soumettre au juge de siège. En quelque sorte, c'est cela. D'accord, Oui. d'accord. Alors peut-être revenir de façon de façon brève en tout cas sur le poids des décisions judiciaires, je veux dire la jurisprudence dans ces deux systèmes. À vous, Madame Diop, par rapport à la common law. Oui. Alors, par rapport à la common law, comme je ne cesse de le répéter, la jurisprudence, en fait, joue un rôle primordial. C'est-à-dire que les décisions vont être prises par les juges vont devenir ce qu'on appelle des précédents. Stare decisis, comme on dit en latin, que la décision précédente tient. C'est-à-dire que les décisions prises dans les cours supérieures, ce qu'on appelle Supreme Court aux États-Unis et aussi en Angleterre, ces décisions-là, en fait, lient toutes les cours inférieures. Ces cours inférieures sont obligés de suivre ces décisions. C'est très rare que l'on puisse faire des appels sur ces décisions, mais cela arrive. Mais quand cela arrive, en fait, ça devient ce qu'on appelle un phénomène juridique parce que la common law, comme j'ai dit, est suivie par plein de pays anglophones. Ça devient ce qu'on appelle un phénomène vraiment que c'est comme, on va dire, quelque chose de tellement rare que ça devient un événement particulier dans le système juridique de common law. Dans le système juridique de common law et dans le droit civil, non ou pas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, en fait, la jurisprudence dans le droit civil sénégalais n'a pas un effet contraignant par rapport à la loi, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le juge, il ne doit pas se baser sur la jurisprudence, mais sur la loi. Et la jurisprudence lui permet juste d'interpréter, en fait, s'il y a une vide juridique, pouvoir, sur le fait qu'il pourra statuer, en fait, sur certaines décisions. C'est pourquoi, en fait, la base légale, en fait, c'est la loi, mais pas la jurisprudence. Donc, dans le droit civil, la base légale, c'est la loi et non la jurisprudence. Oui, Et exactement. il semble que dans le cas contraire, c'est La jurisprudence, et oui. non la loi. Oui. Parfait. Alors, à vous, chers téléspectateurs qui s'intéressent aux deux systèmes, j'espère que la réponse maintenant, elle est assez claire. J'entends souvent parler de procédures accusatoires, inquisitoires Oui, oui. dans les deux systèmes. De Oui. quoi il s'agit? Alors, dans le common law, la procédure qui est en vigueur, c'est la procédure accusatoire. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a un procès, c'est comme un duel, comme un débat entre les deux parties. C'est-à-dire que les avocats ont un rôle prédominant dans ce système. C'est eux, en fait, les acteurs du système juridique de common law. Ils vont se lancer en fait dans des investigations, faire des enquêtes. C'est à eux de chercher la vérité, de bien représenter leurs clients. Quand ils reçoivent une affaire, la première chose qu'ils font, c'est aller chercher justement s'il y avait des affaires similaires dans le passé, voir quelle est la jurisprudence, essayer de bâtir leur argumentaire sur ces affaires-là. Et en fait, ils choisissent aussi leurs témoins en leur avantage, c'est-à-dire qu'après, ils doivent poser des questions aux témoins, essayer de ramener, d'essayer de convaincre le juré, en fait. Et justement, le juge, dans ce cas-là, lui, il est là pour jouer le rôle d'arbitre, comme je l'ai dit. Et en fait, il va aussi rappeler les règles, si jamais il y a des avocats qui font, en fait, qui sortent un peu du sujet. On entend souvent parler de objection votre honneur. C'est quelque chose qui est souvent utilisé dans le common law parce que c'est pour notifier au juge que attention, mon adversaire est en train de spéculer, est en train d'inventer, est en train de faire du hors-sujet. Donc, comme je dis, on dit accusatoire parce que avant tout, c'est un duel et c'est une partie qui va être gagnante, une partie qui va être qui va perdre. Naturellement, et accusatoire, common law. Oui. Donc, inquisitoire, naturellement, droit civil. Non, je dirais pas ça, parce qu'en fait, en droit civil sénégalais, la procédure inquisitoire est plus répandue. C'est très rare que vous pouvez voir qu'il y a en fait une procédure accusatoire. Je crois même pas que ça existe en fait dans le droit civil. Par contre, en droit pénal, la procédure inquisitoire prime. Et d'abord, je vais revenir sur le droit civil par rapport à la procédure accusatoire. En fait, ici, ce sont les parties qui vont en fait amener leurs prétentions et leurs preuves, et le juge, il va rester en fait en tant qu'arbitre
pour pouvoir statuer en fait sur les prétentions des parties et se baser sur la loi. Tandis qu'en droit pénal, je parlais en fait du procédure inquisitoire. Là-bas, le rôle du juge en fait c'est d'investir, de faire en fait des recherches, faire une enquête pour en fait trouver les preuves palpables pour pouvoir en fait soumettre le dossier. C'est pourquoi en fait en droit pénal il y a la procédure inquisitoire et en droit civil la procédure accusatoire. Donc, en droit sénégalais, il faudra comprendre qu'il existe les deux procédures. Exactement. Et inquisitoire, Oui. selon que nous sommes en matière pénale ou selon que nous sommes en matière civile. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. Pour moi, c'est très clair, je ne veux dire pas assez clair. C'est très clair. alors c'est comme on dit, la charge de la preuve incombe au demandeur. Exactement, en fait. Super. Alors, peut-être partir d'exemples, de cas concrets pour mieux étayer l'ensemble de vos propos. Exemple, comment un cas concret, par exemple, un accident de voiture serait-il traité selon que nous sommes dans le common law? Oui, alors dans le common law, il y a en fait, je vais essayer de simplifier le plus possible, il y a ce qu'on appelle différents types d'offenses. Il y a ce qu'on appelle le meurtre. Ça, je pense aussi ça existe dans le droit civil aussi. Il y a ce qu'on appelle l'homicide involontaire, l'homicide volontaire. Et il y a aussi ce qu'on appelle des strict liability offenses, c'est-à-dire que ce sont des offenses où, en fait, la personne qui a commis ces offenses est supposée être au courant de ce que en dit la jurisprudence. Donc, dans le cas d'un accident de voiture, dans le common law, nous regardons beaucoup ce qu'on appelle le mens rea et l'actus reus. Ce sont des mots en latin. Mens rea, c'est l'intention ou la volonté derrière l'acte posé, tandis que le actus reus, c'est l'acte en tant que tel. Donc, dans le cas d'un accident de voiture, dans common law, nous déduisons déjà que l'actus reus est là, c'est-à-dire qu'il y a accident, on le voit. Mais là, dans le common law, en fait, il s'agirait maintenant d'aller voir au niveau du mens rea, parce que dépendamment du mens rea, c'est hyper important, parce que c'est de cela que va découler le déroulement du procès. C'est pour ça que des fois, on entend beaucoup parler de procès, soit aux États-Unis, soit en Angleterre, où on voit que l'acte a été commis, mais la personne n'a pas été condamnée, qu'elle a été relâchée, parce que c'est très important, dans ces cas-là, pour le procureur, de choisir les bonnes charges, parce que sinon, l'avocat peut se faufiler par la petite trappe et en fait, les charges vont être relâchées. Donc, dans le cas d'un accident de voiture, cela dépend évidemment du mens rea, comme je l'ai dit. Est-ce que cela a été volontaire? C'est-à-dire, est-ce que par un accès de rage, la personne a accéléré ou a voulu provoquer un accident pour question d'assurance ou je ne sais quoi, je spécule, bien évidemment. Ou est-ce que cela a été involontaire? Est-ce que la personne était malade, a eu un malaise ou il y a quelque chose qui s'est passé? Ou est-ce que cela a été en fait prémédité? Là, on va de plus en plus grave. Est-ce que la personne a visé la victime en quelque sorte? Et c'est dans ces cas-là, mettons, si cela avait été non volontaire, la charge, bien évidemment, est beaucoup plus légère. Et plus on monte, plus la charge est vraiment lourde. Et ce cas de figure, c'est des cas de figure assez délicats parce que, comme j'ai dit plus tôt, les procureurs doivent prouver la culpabilité, excusez-moi, des accusés à 99,99%. D'autant plus, cela montre à quel point le juge, en fait, la responsabilité sur ses épaules devient lourde aussi pour justement faire le rôle de l'arbitre. Effectivement. Et en droit civil, par exemple, comment un accident de voiture serait-il traité? En fait, dans le cas d'un accident de voiture, déjà, ça peut être une procédure pénale ou bien une procédure civile. Ça dépendra en fait de la situation de l'accident. Déjà, si on rentre dans une procédure civile, là, la victime, elle va chercher à obtenir en fait une réparation du préjudice, mais aussi à avoir en fait ce qu'on appelle des dommages et intérêts dans ce cas-là. Et si on part en fait sur le fait qu'en fait c'est un homicide involontaire, là on rentre en fait dans le domaine pénal et là le procureur il va essayer en fait d'analyser les faits, de faire une réquisitoire, lui permettra en fait de soumettre ça au juge pour que le juge puisse décider. Aussi de ce fait, le présumé, lui aussi, il pourra en fait trouver un avocat. Et son avocat aussi va venir le défendre. Et le juge, en fait, il va prendre toutes les prétentions des parties pour pouvoir statuer sur cette décision-là.
Donc, ça peut être en procédure pénale comme en procédure civile. C'est parfait. Alors, il n'existe pas de système infaillible parce que les systèmes qui existent dans ce monde sont de l'œuvre humaine. Exactement. Existe-t-il, Madame Diop, des inconvénients Alors dans oui. les deux systèmes pour vous dans le common law, par exemple? Oui, dans le common law, en fait, il y a beaucoup... Enfin, il y a des inconvénients dans toutes les choses dans la Il y vie. a des avantages aussi, Oui, c'est ça? exactement. Mais les inconvénients ne sont non négligeables, dont notamment, en fait, vu que c'est un système vraiment porté sur la jurisprudence, tous les procès en vigueur, en fait, avant de rentrer dans un procès, il faut faire d'énormes recherches, essayer de trouver des procès antérieurs, des décisions antérieures, essayer de... Parce que les avocats, c'est sur ça qu'ils se basent, en fait, au final, pour faire leur plaidoyer. Et ce temps de recherche-là, c'est un temps non négligeable. C'est quelque chose qui, en fait, peut être considéré comme un inconvénient parce que, au bout du compte, en fait, on sait que les procès, quand ça arrive, tu n'as pas forcément le temps de te pencher sur 200 pages de cas. Il faut vraiment résumer, mais le fait de résumer, ça prend du temps. Il y a aussi le fait que, en fait, c'est moins... Enfin, c'est prévisible dans le sens où si on se penche sur ces cas-là, on peut savoir à quoi s'attendre, mais en même temps, il y a le revers de la médaille où c'est moins prévisible que, par exemple, notamment peut-être le droit civil, parce que vu que la décision incombe au juge, le juge peut pouvoir décider de créer un nouveau précédent. Oui, ce n'est pas facile, encore une fois, c'est quelque chose de rare, mais c'est une possibilité. Donc, c'est une limite notamment du common law. Et en fait, les procédures, justement, vu que le juge, il a cette responsabilité de devoir vraiment donner la décision, vraiment, c'est à lui qu'incombe de créer la loi. Les procédures peuvent être très, très longues et très, très coûteuses. Donc, c'est pour cela que des fois, c'est un peu limite. Imaginons que vous êtes dans une affaire, vous n'êtes pas financièrement stable. Cela peut être pour vous, en fait... cela peut ne pas être une option d'aller en procès. Et imaginons que vous êtes justement, c'est vous la victime dans la situation. Vous ne pouvez pas aller en procès parce que vous n'avez pas les moyens. Et ben, genre, c'est vraiment dommage. Vous perdez votre argent. Si vous avez subi des dommages, c'est un peu comme votre problème. Donc, c'est, selon moi, ça, les limites de la common law. D'accord. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir un tout petit peu sur les avantages? Oui, bon, sur les avantages, c'est un système juridique très, très flexible. C'est-à-dire que c'est un système qui, en fait, c'est cas par cas, excusez-moi. C'est-à-dire que chaque cas qui vient est traité, oui, similairement, parce qu'on n'oublie pas les précédents, etc., mais aussi différemment, parce que le juge va vraiment prendre le temps de se pencher sur les faits et non expédier l'affaire. Et il y a aussi le fait que ça s'adapte vraiment à toutes les situations. C'est-à-dire que des fois, il y a des cas de loi, c'est un peu rare parce que là, nous savons aujourd'hui, le monde aujourd'hui existe depuis bien longtemps, mais il peut exister qu'il y ait des affaires juridiques qui n'ont jamais été vues auparavant. Et ben, vu que ce système est basé sur les précédents, en fait, oui, ça peut être déroutant, mais en même temps, c'est pas quelque chose dont le juge, il sait plus quoi faire, il faut qu'il aille réviser ses bouquins ou quoi que ce soit. Lui, il est déjà paré, il sait c'est quoi la procédure, il sait tout ce qui lui incombe de faire avant de prendre une décision. Avant de prendre une décision, Oui. observe-t-on la même chose dans le droit civil? Je dirais qu'en fait, dans le droit civil, les inconvénients commencent d'abord par la rigidité des textes, en fait. Parce que du moment où les faits sont établis et que la loi a déjà analysé tout cela, il y aura déjà une sentence. Et donc, je parle, cette rigidité, oui, cette rigidité-là, en fait, est un inconvénient majeur au niveau du droit civil sénégalais. Parce que aussi, je vais noter qu'il y a aussi le manque des réformes judiciaires. En fait, vous pouvez voir dans le droit sénégalais qu'il y a des codes qui datent de 1960. Et vous allez voir qu'en fait, il y a très peu de changements, même s'il y aura quelques lois qui vont être changées, mais il y aura certaines lois qui vont rester. Et donc, cette rigidité-là, en fait, entraîne souvent aussi une certaine lenteur judiciaire, en fait. Comme on peut le constater aussi au Sénégal, la plupart des procès, normalement, ça devait durer 6 mois, mais on peut avoir des procès, en fait, en matière civile, qui peuvent durer 2 ans. Et ça, ce n'est pas normal, en quelque sorte. Donc, il faudra peut-être penser à actualiser nos lois par rapport aux questions modernes. Oui, c'est des réformes qui ont commencé à être faites, notamment, en fait, l'intégration de la médiation, mais c'est pas totalement effectif.
et aussi des solutions comme l'arbitrage qui est plus dans le domaine commercial. Mais aussi, je peux dire qu'en fait, même avec ces réformes-là, c'est assez compliqué parce qu'en fait, la plupart des populations, ils sont pas assez conscients, je vais dire, par rapport à ces réformes-là. Mais aujourd'hui, je pense qu'en fait, il faudrait instaurer en fait des réformes concernant la médiation ou la conciliation au niveau du tribunal, même si ça existe déjà, mais c'est juste formel en quelque sorte. Par rapport à la common law, ou aux États-Unis, en fait, on peut voir en fait dans des procédures de divorce où il y a une médiation, en fait. Le juge, là, il ne joue aucun rôle en quelque sorte. Et là, en fait, c'est la procédure de médiation qui va accélérer en quelque sorte cela. Donc, on devrait donner beaucoup plus d'importance à la médiation. Oui, à la médiation et à l'arbitrage. Parce qu'en fait, il y a certains procès aujourd'hui. Si on fait recourir à la médiation aujourd'hui, cela va permettre en fait une gain de temps énorme déjà, mais aussi les coûts qui vont être dépensés au niveau du procès, au niveau du tribunal, cela va réduire ça concrètement. Et je pense qu'en fait, c'est une bonne idée de mettre en place en fait des mécanismes comme la médiation ou l'arbitrage au niveau sénégalais, même si ça existe, mais c'est pas assez formel en quelque sorte. D'accord, cela nous permet de faire la transition dans les défis modernes et peut-être demander à Madame Diop, dernière question peut-être pour ne pas vous fatiguer davantage, entre le droit civil et le common law, c'est un avis personnel, vous n'avez pas tenu. Lequel pensez-vous le plus adapté par rapport aux défis modernes, aux questions modernes? Alors, oui, il y en a vraiment énormément. Alors, bon, je vais être vraiment partial, mais dans ce cas précis, je pense que c'est le common law qui est beaucoup plus adapté aux défis modernes. Parce que comme on le sait, ces défis justement modernes, le mot-clé, c'est le mot moderne. C'est des sujets d'actualité. Et comme mon collègue l'a si bien mentionné, dans les limites du droit civil, il y a le fait que cela peut prendre du temps pour que les réformes soient en place. Tandis que avec le common law, en fait, vu que c'est le juge qui crée la loi, comme j'ai dit dans les avantages, comme ce sont de nouveaux défis, c'est des nouvelles choses que l'on n'avait jamais vues auparavant, le juge, en fait, il peut, dans ce cas-là, pouvoir se baser dessus, prendre son temps, regarder les faits, écouter les plaidoyers des deux parties et pouvoir se poser et trancher. Alors, est-ce que vous partagez son opinion? Lequel d'entre ces deux droits, common law et droit civil, est le mieux adapté par rapport aux défis modernes, M. Ba? Je dirais que je vais rejoindre mon collègue sur le fait qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur cette question-là. Sur le fait qu'en fait, la common law est très loin du droit civil sénégalais. Parce qu'en fait, notre problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas assez de réformes et que notre droit est assez prévisible. Et aujourd'hui, en fait, si on rentre dans le domaine commercial, cela, en fait, a poussé même ce nouveau gouvernement à instaurer, en fait, de nouvelles codes des investissements permettant, en fait, de mettre en place une certaine flexibilité dans nos codes. Et je peux dire qu'en fait, aujourd'hui, il faudrait mettre des mécanismes qui nous permettront, en fait, de fluidifier, en quelque sorte, nos codes pour pouvoir être à la hauteur, en fait, de ce qui se fait au niveau mondial. Chers téléspectateurs de Télé-École, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission Droit et Société. Aujourd'hui, nous échangeons sur le droit civil et le common law, s'il y a des similitudes et des différences entre ces deux systèmes. Alors, M. Diop, je reste encore avec vous. Quel est votre regard sur le droit et la technologie de façon générale? Je veux dire, en fait, je pense qu'en fait, la technologie joue un rôle crucial au niveau juridique, notamment avec l'intégration de nouvelles technologies à travers la legal tech, le droit du cyberespace. Mais en fait, ici au Sénégal, j'ai pu remarquer qu'il y avait une certaine rigidité par rapport aux professionnels qui n'ont pas en fait tendance à adopter en fait ces outils-là. Et aujourd'hui, si on voit en fait l'exemple du common law dans ces pays-là, comme les États-Unis ou l'Angleterre, en fait ces solutions-là, ils sont utilisées fréquemment. Alors que ici au Sénégal, je peux dire qu'en fait qu'il y a qu'une seule société de legal tech et la plupart des praticiens n'utilisent pas en fait parce que la plupart des avocats ou juges sont de l'ancienne génération, excusez-moi du terme, mais bon. Et aussi, je voulais sensibiliser les étudiants, en fait, parce qu'il y a des étudiants, des fois, on leur confie des cas pratiques ou bien des dissertations à faire ou n'importe quel exercice juridique et eux, ils se permettent, en fait, d'aller sur ChatGPT pour soumettre ça. Et l'IA facilite tout aujourd'hui. Certes, l'IA facilite tout aujourd'hui, mais en fait, si vous voyez, en fait, l'IA est
assez biaisé en fait dans le domaine juridique sénégalais parce qu'en fait nous on a le problème qu'on n'a pas assez de législation en fait qui est disponible pour la population et donc du coup vu qu'en fait l'IA utilise ce qu'on appelle l'open source aujourd'hui en fait s'il vous donne des réponses dans le domaine juridique si vous vérifiez un peu vous allez voir qu'en fait il se trompe notamment en fait sur les articles de loi mais sur la principe il va être cohérent et aujourd'hui je voulais sensibiliser en fait les étudiants par rapport à cela de faire attention en fait à ces manquements-là et aussi sensibiliser en fait les professionnels du droit à utiliser en fait ces outils-là pour leur permettre d'obtenir en fait une gain de temps énorme par rapport à des tâches chronophages, je vais dire. D'accord. Oui. Donc il faudrait l'utiliser de façon éthique. Oui, de façon éthique et déontologie aussi. Effectivement. Et aussi j'ai vu qu'en fait il y avait même le ministre de l'Éducation qui aujourd'hui j'ai lu qu'en fait il va instaurer l'IA au niveau des écoles et ça je pense qu'en fait avoir une certaine formation au niveau des écoles concernant les plus jeunes ça c'est assez intéressant ça va leur permettre en fait de comprendre en fait les enjeux cruciaux de l'IA et leur permettre d'avoir une certaine culture par rapport à cela. D'accord, c'est Oui. parfait. Mais c'est très important ce qu'on dit. L'IA est logique, mais elle n'est pas vraie. Ça c'est vrai. En fait, l'IA, en fait, on peut dire qu'il tâtonne en quelque sorte. Effectivement. C'est des statistiques, en fait. C'est pourquoi on appelle machine learning, en fait. Il Effectivement. tâtonne. Il va pas te dire que, tu vas voir, en fait, tu vas croire que c'est vrai, mais lui-même, il sait pas ce qu'il dit. Oui, c'est parce Oui. qu'elle est logique, mais elle ne dit pas toujours la vérité. Exactement, en fait. Alors, monsieur Ba, nous arrivons au terme de cette émission qui a été passionnante. Quel est votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs de Télé-École d'abord, mais aussi à l'endroit de la jeunesse sénégalaise, à l'endroit de nos autorités également? Déjà, je tenais à remercier Sedna pour cette invitation et aussi, je remercie aussi Télé-École pour ce débat enrichissant et aussi les contenus en fait qu'il met pour la jeunesse sénégalaise. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin de ce genre de contenu en fait pour sensibiliser les jeunes, pour qu'ils soient en fait plus instruits par rapport à l'actualité aussi. Et aussi, je tenais à remercier ma co-débattrice Bintou et l'Institut Dinis pour l'invitation. Merci beaucoup, Sedna. Ça fut un plaisir en fait d'être là aujourd'hui. Le plaisir est partagé, M. Ba. Bintou également, qui a été très pertinente tout au long de cette émission. Nous arrivons à terme. Quel est votre dernier mot, Madame Diop? Alors, si je devrais donner un dernier mot, je tenais d'abord à vous remercier pour cette invitation. Merci de nous avoir permis d'avoir cette plateforme pour nous exprimer et pour parler du droit qui, comme mon collègue l'a dit, est un sujet d'actualité vraiment intéressant et qui de plus en plus est banalisé, même si le droit est au cœur de tout le bon fonctionnement de notre société aujourd'hui. Et oui, comme mon collègue l'a dit, je trouve que c'est très important ce genre d'émission pour la culture générale, sachant que justement plus on avance, plus c'est-à-dire que les étudiants, les gens qui vont à l'école deviennent paresseux et c'est important en fait de savoir justement notamment c'est quoi les différents types de droits que nous avons, comment les utiliser, sachant que ces types de droits-là, oui, je sais qu'on a beaucoup parlé des différences, mais de nos jours, ces types de droits en fait tendent à converger les uns vers les autres. Et pourquoi pas dans le futur, peut-être que le Sénégal va plus se pencher sur le common law. Et donc, en regardant cette émission, on a déjà un pas vers l'avenir. Et je tenais aussi à remercier mon collègue Mamadou d'avoir répondu présent pour cette discussion. Et ce fut vraiment passionnant. Merci. Merci également à vous, Madame Diop, Bintou. Les discussions ont été très intéressantes. Nos deux invités nous ont éclairé sur ces deux systèmes, le droit civil et le common law, deux traditions différentes, mais qui partagent la même idée, organiser la société et rendre la justice. Merci à vous, chers téléspectateurs de Télé-École, qui nous suivez depuis le début de cette émission. Merci également à nos chers réalisateurs Mamour et Mas qui ont permis cette émission. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de droit et société sur Télé-École. D'ici là, restez scotchés sur Télé-École, l'information éducative continue. Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique au Sénégal. Radio École. Vous écoutez Radio École, la voix de l'éducation. Vous écoutez Radio École.